Bonjour chers étudiants, nous continuons notre cours d'électrostatique et on entame le deuxième chapitre intitulé Champ et potentiel électrostatique. On va maintenant commencer par la notion de champ électrostatique, mais avant de voir cette notion, on va rappeler tout d'abord la loi de Coulomb. Soit Q1 et Q2, deux charges ponctuelles immobiles placées dans le vide, comme le montre le schéma suivant. Donc on a déjà vu que la force électrostatique exercée par Q1 sur Q2 est donnée par la loi de Coulomb sous la forme F 1 sur 2 qui est égal 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 fois Q2 sur R carré fois le vecteur UR unitaire dirigé de Q1 vers Q2. Et rappelons que epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Voilà pour la loi de Coulomb qui va nous servir pour définir la notion de champ électrostatique. Pour ceci, on va commencer par le premier cas considérant une charge ponctuelle. Soit Q, une charge ponctuelle placée en un point P. Si on place une autre charge Q0 en un point M, alors cette dernière va subir la force F de la part de Q, donnée par la loi de Coulomb telle que F égale Q0 facteur Q sur 4 pi epsilon 0 fois le vecteur Pm sur la norme de Pm à la puissance 3. La grandeur entre parenthèses est indépendante de la charge Q0. Elle ne dépend que de Q et de la distance Pm. Cette grandeur est appelée champ électrostatique créé par la charge Q au point M. On le note E en M, tel que E en M est égal Q sur 4 pi epsilon 0 fois le vecteur Pm sur Pm à la puissance 3, ou aussi sous la forme Q sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur Pm au carré fois le vecteur unitaire UR. Le champ électrostatique E s'exprime dans le système international des unités en volts par mètre. D'après l'écriture de la force de Coulomb, on peut écrire que cette force électrostatique exercée par Q sur Q0 est donnée par F qui est égal à Q0 fois E. Et on peut remarquer que le champ électrostatique créé par une charge existe en tout point M de l'espace, alors que la force électrostatique n'existe que s'il y a une autre charge qui subira cette force. Après avoir vu le cas d'une charge ponctuelle, maintenant on va essayer de voir le cas d'une distribution discrète de charges. Pour ceci, considérons n charges QI placées au point PI. Avec I, il est égal à 1, 2 jusqu'à n, comme le montre le schéma suivant. Et d'après le théorème de superposition, le champ électrostatique créé par cet ensemble de n charges ponctuelles en un point M n'est que la somme des champs électrostatiques créés par chaque charge. Et donc, il est donné par E en M qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la somme pour I égale 1 jusqu'à N de QI fois PIM sur PIM à la puissance 3.
Maintenant, on va passer au cas d'une distribution volumique de charge. Pour ceci, soit un volume V contenant une distribution continue de charge. La densité volumique de charge en un point P est définie par ρ égale dQ au point P sur dτ au point P. Cette densité a comme unité coulomb par mètre cube, tel que dQ au point P est la charge élémentaire contenue dans le volume élémentaire des taux entourant le point P. Cette distribution de charge, on va la considérer comme étant un ensemble de charges ponctuelles dQ. Et donc, chaque charge élémentaire va créer un champ électrostatique, tel que, pour la charge dQ placée au point P, le champ électrostatique élémentaire créé au point M est donné par dE qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois dQ au point P fois le vecteur Pm sur Pm à la puissance 3. C'est la même expression du cas d'une charge ponctuelle, sauf à la place d'une charge ponctuelle Q, on a une charge élémentaire dQ. Et en remplaçant dQ en fonction de ρ, on obtient pour le champ élémentaire dE l'expression 1 sur 4 pi epsilon 0 ρ fois le vecteur Pm sur Pm à la puissance 3 fois dτ au point P. Et d'après le théorème de superposition, le champ électrostatique créé par toute la distribution volumique de charge en un point P est donné par E qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale triple sur tout le volume V contenant les charges, de ρ fois Pm sur Pm à la puissance 3 dτ. Ce n'est que la somme de tous les champs créés par les charges élémentaires dQ. Mais ici, il s'agit d'une somme continue, se forme d'une intégrale, au lieu d'une sommation discrète, comme on a vu pour le cas des charges discrètes. Maintenant, on passe au cas d'une distribution surfacique de charge. Alors, soit une surface S contenant une distribution continue de charge. La densité surfacique de charge en un point P est définie par sigma qui est égal à dQ sur ds et A comme unité, c'est le coulomb par mètre carré. Avec dQ et la charge contenue dans la surface élémentaire ds. Le champ électrostatique élémentaire créé au point M par la charge élémentaire dQ est donné par dE qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois dQ fois le vecteur Pm sur Pm à la puissance 3. Et en remplaçant dQ par sigma ds, on obtient 1 sur 4 pi epsilon 0 sigma fois Pm sur Pm à la puissance 3 fois ds. Et d'après le théorème de superposition, le champ électrostatique créé par toute la distribution surfacique de charge est donné par E au point M, qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, fois l'intégrale double sur la surface S de sigma fois Pm sur Pm à la puissance 3 fois ds. Maintenant, pour le cas d'une distribution linéique de charge, on considère une ligne L contenant une distribution continue de charge. On définit la densité linéique de charge en un point P par lambda qui est égal à dQ sur dL et A comme unité, le coulomb par mètre, tel que dQ est la charge élémentaire portée par la longueur élémentaire dL centrée sur le point P. Et le champ
électrostatique élémentaire créé au point M par la charge dQ est donné par 1 sur 4 pi epsilon 0 fois dQ au point P fois le vecteur Pm sur Pm à la puissance 3. Et en remplaçant dQ par lambda TL, on obtient 1 sur 4 pi epsilon 0 fois lambda fois Pm sur Pm à la puissance 3 fois dL. Et d'après le théorème de superposition, le champ électrostatique total créé par la distribution linéaire de charge est donné par 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale sur toute la ligne L de lambda fois le vecteur Pm sur Pm à la puissance 3 fois dl au point P. On peut signaler ici que lorsqu'on dit qu'une distribution de charge est uniforme, alors on a la densité de charge, quel que soit son type, volumique, surfacique ou linéaire, est indépendante du point P, c'est-à-dire que c'est une constante. Et comme deuxième remarque, pour une distribution D continue quelconque, le champ électrostatique créé est donné par E, qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale sur la distribution D de dQ fois Pm sur Pm3. Et l'intégrale ici, il peut être double ou simple ou triple selon la distribution D. Et il suffit de remplacer dQ par ρ des taux dans le cas d'une distribution volumique ou sigma ds dans le cas d'une distribution surfacique ou par lambda dl dans le cas d'une distribution linéaire de charge. Après avoir vu les différentes expressions de champs électrostatiques créées par les distributions de charge, on va étudier maintenant les symétries et invariances. Cette partie-là est indispensable avant tout calcul de champ électrostatique. Commençons maintenant par la symétrie. Soit D une distribution de charge, quelle que soit sa nature, volumique, surfacique ou linéaire, c'est la même chose ici. On dit que D présente un plan de symétrie π, si et seulement si le plan π est un plan de symétrie géométrique pour D. Et quel que soit P et P', deux points de la distribution D, qui sont symétriques par rapport au plan π, on a ρ en P est égal à ρ en P', ou sigma de P égale sigma P', ou aussi lambda P égale à lambda en P', ou encore Q au point P est égal à Q en P'. D'après le principe de Curie, le plan de symétrie de la distribution de charge est aussi un plan de symétrie pour le champ électrostatique. C'est-à-dire que si on prend un prime comme étant le symétrique d'un point M de l'espace par rapport au plan π, alors le champ en M est symétrique du champ E en M'. D'où on tire les résultats. La composante parallèle qu'on note ici, E parallèle en M, elle est égale à E parallèle en M'. Et la composante perpendiculaire au plan π en M, elle est égale à moins la composante perpendiculaire en M', comme le montre le schéma à côté. Et maintenant, si on considère un point M appartenant au plan de symétrie, alors le champ électrostatique n'aura pas de composante perpendiculaire à ce plan, car on va avoir E perpendiculaire en M est égal à moins E perpendiculaire à M, ce qui n'est possible que si E perpendiculaire est égal à 0.
d'où le champ est contenu dans ce plan-là. Ce résultat-là est très important pour le calcul des champs électrostatiques. Pour comprendre ce qu'on vient de dire, on va considérer deux charges élémentaires dQ placées en deux points symétriques P et P' de la distribution D, comme le montre le schéma de la figure suivante. La charge dQ placée au point P va créer le champ élémentaire DE, P au point M. Et la charge élémentaire dQ placée au point P' va créer un champ élémentaire DEP' au point M. Puisque les deux charges sont symétriques par rapport au plan π, alors les deux champs créés vont être aussi symétriques par rapport à ce plan. Et donc, le champ élémentaire résultant de ces deux charges élémentaires au point M va être la somme des deux, et donc, il va appartenir au plan π, puisque DEP et DEPEP' sont symétriques. D'où, si on a un point M qui appartient à un plan de symétrie ou un axe de symétrie, alors le champ électrique créé par la distribution est inclus dans cet élément de symétrie, c'est-à-dire il va appartenir au plan ou à l'axe de symétrie. On passe maintenant au cas de l'antisymétrie. On dit qu'une distribution D de charge présente un plan d'antisymétrie π étoile si seulement si π étoile est un plan de symétrie géométrique. Et quel que soit P et P', deux points de la distribution de charge qui sont symétriques par rapport au plan π étoile, on a ρ en P est égal à moins ρ en P', ou sigma en P est égal à moins sigma P', ou aussi lambda P égale moins lambda P', ou encore Q en P égale moins Q au point P'. Le plan d'antisymétrie de la distribution de charge est aussi un plan d'antisymétrie pour le champ électrostatique. C'est-à-dire que lorsqu'on prend deux points M et M' symétriques par rapport au plan π étoile et quelconque dans l'espace, alors E en M est égal à moins le symétrique de E en M' par rapport au plan π étoile. D'où on tire les résultats suivants. La composante parallèle au plan, au point M, est égale à moins la composante du champ électrostatique en M' parallèle à ce plan. De même, la composante de E en M qui est perpendiculaire au plan π étoile, elle est égale à la composante de E en M' perpendiculaire à ce plan. Et si on considère un point M appartenant au plan d'antisymétrie, le champ électrostatique doit être perpendiculaire à ce plan, car on va avoir E parallèle en M, il est égal à moins E parallèle en M, ce qui donne que E parallèle doit être nul. Et donc le champ électrostatique n'aura que la composante perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Si on veut comprendre ce qu'on vient de dire, on va considérer une distribution de charge D qui admet un plan d'antisymétrie π étoile, et on va considérer deux points symétriques par rapport à ce plan, P et P', tels que la charge contenue dans le point P, c'est dQ, et la charge élémentaire contenue au point P', c'est moins dQ. Alors, ces deux charges-là vont créer des champs élémentaires DEP au point M et DEP' au point M qui sont antisymétriques, comme c'est mentionné sur la figure. Et si on fait leur somme, on va trouver le champ DE au point M qui est perpendiculaire au plan π étoile. D'où on peut tirer la conclusion que si on a
un axe d'antisymétrie ou un plan d'antisymétrie d'une distribution de charge, alors le champ, il sera perpendiculaire sur ce plan ou sur cet axe-là. Maintenant, on passe au paragraphe qui étudie l'invariance. On dit qu'une distribution de charge est invariante par translation suivant un axe delta caractérisé par la variable u, si et seulement si toute translation selon delta, c'est-à-dire en changeant u, laisse invariant d. On trouve la même distribution de charge. Cette invariance de la distribution est la même pour le champ électrostatique, ce qui donne que E doit être indépendant de U. D est dite invariante par rotation autour d'un axe delta caractérisé par l'angle alpha, si seulement si toute rotation autour de delta, c'est-à-dire en changeant alpha, laisse invariant D, ce qui donne que E est indépendant de alpha. On passe maintenant au calcul du champ créé par un fil chargé. Pour ceci, considérons un segment de droite AB de longueur de L, chargé uniformément avec une densité linéique de charge lambda, comme indiqué sur la figure ci-contre, pour laquelle on souhaite calculer le champ électrostatique créé en un point M qui appartient à la médiatrice du segment chargé. Et à la fin, on va déduire le champ électrostatique créé par un fil infini chargé uniformément. Allons-y. On va maintenant étudier les symétries de la distribution. Puisque le point M auquel on s'intéresse pour le calcul du champ électrostatique appartient à la médiatrice, alors l'axe OM, qui est confondu avec l'axe M selon le vecteur unitaire EX, est un axe de symétrie de la distribution de charge. Et puisque M appartient à cet axe, alors EM est selon EX. Alors on peut écrire que le vecteur champ électrostatique au point M, il est égal EM selon EX, ce qui implique que la norme de E, ce n'est que la projection de E selon le vecteur EX. C'est-à-dire que les autres composantes, selon EY et selon EZ, sont nulles. C'est pour cela on va s'intéresser seulement à la projection de E selon EX, parce que les autres sont nuls. Soit un élément dl entourant un point P qui appartient à la distribution de charge. Cet élément, il porte une charge dQ qui est égale à lambda dl, va créer un champ élémentaire dE. Et donc, le champ électrostatique total créé par la distribution est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de A jusqu'à B, de lambda Pm sur Pm à la puissance 3 fois dl. L'élément de longueur ici dl est égal à dy. Or, on a y qui varie entre moins L à L, alors la projection du champ électrostatique selon EX donne lambda sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale entre moins L jusqu'à L, Pm scalaire EX sur Pm à la puissance 3 fois dy. Or, on a Pm scalaire EX, il est égal à Pm cos alpha, alors l'expression de E en M devient sous la forme suivante. Alors maintenant, on va travailler avec la variable alpha au lieu de la variable y. C'est pour cela on va faire la différentielle de y. Donc on a tangente alpha qui est égale à y sur x, avec x c'est une constante puisqu'on s'intéresse à un point M qui est fixe. Donc dy, il est égal à x fois d tangente alpha, et d tangente alpha, ce n'est que d alpha sur cos carré alpha. D'où l'expression du champ
électrique projeté selon EX qui va donner lambda sur 4pi epsilon 0, l'intégrale entre moins alpha L jusqu'à alpha L de cosinus alpha fois x divisé par pm carré fois cos carré alpha d alpha. Et puisque cosinus alpha c'est égal à x sur pm, alors 1 sur pm carré, ce n'est que cosinus carré alpha sur x carré, d'où E en m s'écrit sous la forme suivante. Et puisque x est une constante, alors on peut la faire sortir de l'intégrale, ce qui donne la forme suivante. Donc on aura une intégrale de moins alpha L jusqu'à alpha L de cosinus alpha d alpha. On sait que la primitive de cosinus est sinus, ce qui donne E en m qui est égal à lambda sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur x facteur sinus alpha L moins sinus moins alpha L, ce qui donne le champ électrostatique créé par le segment chargé E en m qui est égal à lambda fois sinus alpha sur 2pi epsilon 0 fois x selon EX, qu'on peut aussi écrire en fonction de L et X, puisque sinus alpha il est égal à lambda sur la racine carrée de L carré plus X carré. Alors le champ électrostatique créé par un segment uniformément chargé est E en m qui est égal à lambda L sur 2pi epsilon 0 x fois la racine carrée de L carré plus X carré selon. Si on veut maintenant déduire le champ électrostatique créé par un fil infini, alors soit on fait tendre L vers l'infini, soit on prend alpha L qui tend vers pi sur 2, d'où on obtient l'expression du champ électrostatique créé par un fil infini qui s'écrit E en m qui est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 x selon EX. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Après avoir traité cet exemple, on va passer maintenant à la topographie du champ électrique. Et on va commencer par la représentation du champ électrique. On sait que le champ électrique est un champ vectoriel, c'est-à-dire c'est un vecteur. Il est donc caractérisé en chaque point M par le vecteur E en M, dont il faut connaître la direction, le sens et l'intensité. Ainsi, on peut dire que le champ électrique il est caractérisé par ces trois composantes scalaires qui sont, selon le système de coordonnées avec lequel on travaille, soit en coordonnées cartésiennes, donc ces composantes sont EX, E indice Y et E indice Z. En coordonnées cylindriques, c'est ER, Eθ et EZ. Et en coordonnées sphériques, c'est ER, Eθ et Eφ. Considérons l'exemple d'une charge ponctuelle, Q. Alors dans ce cas, le champ électrique, comme pour le cas de la force de Coulomb, il est radial. Il s'éloigne de la charge Q si celle-ci est positive, comme le montre la figure suivante. Et ce champ-là, il se dirige vers la charge lorsqu'elle est négative, comme c'est indiqué sur la figure B. On passe maintenant à la notion de ligne de champ. Donc on peut définir une ligne de champ comme étant une courbe telle que, en chacun de ces points M, le vecteur E, il est tangent et elle est orientée, cette ligne de champ, dans le même sens que E, comme c'est mentionné sur la figure où on observe une ligne, telle que si on prend le point M1, le champ EM1, il est tangent à cette courbe-là. La même chose au point M2 et la même chose au point M3. Donc c'est en chacun de ces points de cette ligne, le champ il est tangent. Mathématiquement, cette ligne de champ, c'est l'ensemble des points définis par la relation E en M vectoriel DOM, c'est égal à 0,
Ou aussi, E en M, il est égal à un coefficient constant positif fois DOM. On peut utiliser ces deux équations et on peut les expliciter dans différents systèmes de coordonnées pour trouver, dans le cas des coordonnées cartésiennes, que dx sur ex, il est égal à dy sur ey, il est égal à dz sur ez. Alors, en connaissant, par exemple, dans le cas plan ex et ey, on peut trouver, en intégrant y en fonction de x, c'est-à-dire on trouve une courbe de la ligne de champ. En coordonnées cylindriques, on trouve que dr sur er, c'est égal à r dθ sur eθ, c'est égal à dz sur ez. Et en coordonnées sphériques, c'est dr sur er qui est égal à r dθ sur eθ, qui est égal à r sinus θ fois dφ. On peut remarquer que les éléments, par exemple dr, r dθ et r sinus θ dφ, ce sont les éléments de longueur pour les coordonnées sphériques. La même chose pour les coordonnées cylindriques et de même pour les coordonnées cartésiennes. On peut citer qu'on a des propriétés pour les lignes de champ. La première propriété, c'est que une ligne de champ électrique part toujours de la charge positive ou de l'infini et arrive à la charge négative, où elle va aller vers l'infini. La deuxième propriété, c'est que l'intensité du champ, elle est proportionnelle à la densité des lignes de champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on observe dans une zone où on a, dans le même espace, on a plus de lignes de champ, ça veut dire que le champ, il est plus intense que la région où on a moins de lignes de champ. La troisième propriété dit que, en un point M, ne passe qu'une seule ligne de champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lignes de champ ne se coupent jamais, sauf dans les endroits où on a des charges. Passons maintenant à la notion de tube de champ. On peut définir un tube de champ comme étant un ensemble de lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé, comme c'est mentionné sur la figure. Un tube de champ, on peut le voir comme étant un tube ou un tuyau qui est formé par des lignes de champ. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.